Initiation à la communication non violente, aussi appelée CNV. Mini-formation réalisée à partir du livre Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. La communication non violente est une communication renforçant notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le besoin d'en faire autant. L'objectif est de pouvoir exprimer ce dont on a besoin, mais aussi de savoir écouter les autres pour qu'ils soient aussi satisfaits, évitant ainsi un conflit. En fait, pour réaliser de la communication non violente, il suffit de formuler autrement ces phrases. Ce n'est pas un processus très compliqué. Il suffit de suivre 4 étapes. Observation, sentiment, besoin et la demande. Nous allons maintenant voir comment réaliser ces différentes étapes. Pour que ce soit bien concret, imaginons une situation de conflit possible. Sophie et Mélanie sont amies, elles sont voisines de classe. Elles sont fâchées car Sophie veut changer de place. Cette première étape consiste déjà à communiquer calmement. J'exprime avec honnêteté comment je me sens sans formuler de reproches ou de critiques. Je communique calmement ce que j'observe, vois, entends sans évaluation, qui contribue ou non à mon bien-être. Lorsque je vois, lorsque j'entends. Ne pas confondre avec le jugement qui pose une étiquette sur l'autre ou sur soi et qui oriente ma vision. Par exemple, au lieu de dire « tu es pénible », on pourrait dire « lorsque je t'entends tapoter ton stylo sur la table en classe, je me sens stressée et je n'arrive pas à me concentrer dans mon travail. » Ici, la partie observation, c'est « lorsque je t'entends tapoter ton stylo sur la table en classe ». Ensuite, je communique calmement comment je me sens, émotion ou sensation plutôt que mes pensées par rapport à ce que j'observe. Je me sens, exemple, je me sens stressée et perdue en classe. Troisième étape, je communique calmement ce dont j'ai besoin ou qui touche à mes valeurs plutôt qu'une préférence qui éveille mes sentiments. Parce que j'ai besoin de, j'accorde de l'importance à. Exemple, parce que j'ai besoin de me concentrer pour comprendre. Enfin, je demande clairement ce qui pourrait embellir ma vie sans que ce soit une exigence. La phrase est affirmative, c'est-à-dire qu'elle est positive. J'apprécie qu'on accède à ma demande, mon désir, si la personne en face est d'accord. Les actions concrètes que je pourrais voir. Serais-tu d'accord de ? Serait-il possible de ? Exemple, serait-il possible de ne plus taper le stylo sur la table ? Reprenons. Lors d'un dialogue, on a toujours 2 interlocuteurs. Le premier peut dire calmement ce qu'il ressent pour pouvoir exprimer ses besoins et sa demande. Donc on va commencer par observer lorsque je vois, je me sens, parce que j'ai besoin, j'accorde de l'importance à, serais-tu d'accord ou serait-il possible de ? En réalisant ces 4 étapes, la personne en face ne va pas se sentir agressée par la demande puisqu'on parle de notre ressenti et que notre ressenti nous appartient. On n'est pas en train de la juger, on part du fait et de nos ressentis et on exprime ce dont on aurait besoin pour que ça se passe correctement ou de manière plus sereine avec cette personne. Comme dit précédemment, lors d'un dialogue, nous sommes 2 personnes, 2 interlocuteurs. Donc effectivement, il y a une personne qui exprime son observation, son besoin avec son ressenti, et en face, on a une personne qui écoute. Le fait d'écouter activement va permettre du coup un meilleur échange. Quoi consiste une écoute active ? Ça veut dire qu'on écoute avec empathie. Comment tu te sens ? Sans entendre de reproches ni de critiques. J'essaie de comprendre ton raisonnement. On ne se sent pas agressé, on ne prend pas pour soi, on essaie vraiment de comprendre ce que la personne en face veut nous dire. Pour écouter activement, il faut déjà que je me mette en situation d'empathie. L'empathie est le fait de pouvoir comprendre et ressentir les émotions de la personne en face sans que ce soit vos propres émotions. C'est-à-dire qu'on imagine comment la personne en face se sent et on est solidaire avec cette personne. Pour pouvoir se mettre en situation d'empathie, je fais le vide dans mon esprit pour écouter. Je paraphrase les phrases en disant ce qu'on a compris. L'autre peut s'exprimer pleinement. Nous cherchons ensuite une solution ou un réconfort ensemble.
Paraphraser, ça veut dire qu'on va reprendre les phrases de l'interlocuteur en face pour être sûr que ce que la personne a dit, on l'ait bien compris. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas tout de suite capable d'empathie? On a des situations où on est trop énervé, on n'est pas là, c'est pas possible, on ne peut pas écouter et on sait que ça va partir en conflit. Dans ce cas-là, je m'arrête pour respirer. Je m'exprime sur ce qui se passe en moi et je me retire pour réfléchir et revenir plus calmement. Vaut mieux revenir plus calme que continuer le dialogue et tout de suite partir en conflit et dire des choses qu'on risquerait de regretter. Chez la personne qui écoute activement, on retrouve encore ces 4 étapes que nous avons vues précédemment. Commençons par l'étape d'observation. Ce que tu observes, vois, entends, te rappelle sans évaluation, qui contribue ou non à ton bien-être. Lorsque tu vois, lorsque tu entends, j'écoute activement les sentiments de la personne en face. Comment tu te sens? Émotions, sensations. Par rapport à ce que tu observes, tu te sens. J'écoute aussi activement ses besoins, ce dont tu as besoin, qui touche à tes valeurs plutôt qu'une préférence, qui éveille tes sentiments, parce que tu as besoin de, tu accordes de l'importance à. Et enfin, j'écoute activement la demande. Je reçois avec empathie ce qui pourrait embellir ta vie sans entendre une exigence. Cette demande est une phrase pour une action positive. On ne doit pas se sentir obligé de. Là, c'est vraiment une demande, ce n'est pas une obligation. J'écoute la demande d'action concrète que tu pourrais voir. Concrète, ça veut dire réaliste, réalisable. Voudrais-tu? Aimerais-tu? Je fais ainsi répéter pour être sûr de la compréhension de la demande. Reprenons ensemble les 4 étapes de l'écoute active des demandes de notre interlocuteur. Observation, sentiment, besoin et demande. Donc lorsque je vais m'exprimer, je vais dire lorsque tu vois, lorsque tu entends, tu te sens, parce que tu as besoin, tu accordes de l'importance à, voudrais-tu ou aimerais-tu? Maintenant que nous avons vu les différentes étapes de la communication non violente lors d'un dialogue entre 2 interlocuteurs ou plus, mais du coup au niveau de ces étapes, on a vu qu'on reprenait à chaque fois les mêmes, donc les 4, observation, du coup après sentiment, besoin et demande, nous allons développer un peu plus le phénomène d'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie exactement et quelle est son importance pour cette communication non violente? Les bienfaits de l'empathie. Lorsqu'on reçoit la colère des autres en écoutant ses besoins, ses sentiments, l'autre se sent compris. Cela va permettre de désamorcer la situation. Attention, ne pas répliquer de mais face à une personne en colère. Les bienfaits de l'empathie permettent aussi d'accepter un refus. Si on prend un refus contre soi, on peut se sentir blessé sans saisir les motivations profondes. Il faut bien se dire que la personne en face ne va pas dire non juste pour le plaisir de nous dire non. Il y a un objectif, il y a une motivation derrière. Donc essayer d'être empathique va nous permettre de comprendre du coup les sentiments, les besoins qui sous-tendent ce refus et de prendre conscience des désirs qui empêchent l'autre de répondre favorablement à notre demande. Vous avez compris, le fait d'être entendu, de savoir qu'on nous écoute, même si on ne nous dit pas forcément oui, mais savoir qu'en face, la personne, elle essaie de nous comprendre et de nous écouter, nous permet d'avoir des besoins satisfaits et de permettre d'avoir aussi du coup des sentiments positifs. On se sent écouté et si on se sent écouté, les sentiments du coup, les besoins sont satisfaits et on se sent libre, on se sent amusé, sûr de soi, rassasié, attentif, touché, on se sent joyeux, comblé, surpris, bouleversé, stupéfait, mobilisé, ragaillardi, enthousiaste, apaisé, fier,
etc., enjoué, on n'a que des sentiments positifs. Au contraire, si lors d'un dialogue, on n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou on n'a pas l'impression d'être écouté, d'être entendu, nos besoins personnels sont insatisfaits. Et dans ce cas-là, on peut se sentir fatigué, anxieux, lassé, épuisé, écœuré, fragile, apeuré, alarmé, honteux, ennuyé, agacé, hésitant, dépassé, affligé, paniqué, effacé, malheureux. Donc c'est pour ça que cette communication non violente est intéressante au quotidien, en faisant preuve d'empathie, pour que tout le monde puisse s'exprimer, se sentir écouté et que tous nos besoins personnels, à l'un et à l'autre, puissent être satisfaits. Passons à quelques exercices. L'exercice ici va consister à transformer des phrases de jugement en des observations. Par exemple, au lieu de dire « Hadès est colérique », on pourrait dire « Environ 3 fois par semaine, Hadès se met en colère ». Au lieu de dire « Hadès est feignant », on pourrait dire « Hadès ne fait pas le travail demandé en français ». Au lieu de dire « Hadès est bavard », on pourrait dire « Quand je discute avec Hadès, j'ai du mal à pouvoir m'exprimer ». Au lieu de dire que Hadès est bordélique, on pourrait dire les feuilles et les cahiers d'Hadès sont entassés dans son casier. Vous remarquez la différence. Au lieu de poser une étiquette sur cette personne, de dire un jugement, elle serait bloquée sur cette étiquette, sur ce jugement qui pourrait s'identifier à elle. Cette personne pourrait après avoir du mal à changer parce qu'elle se dirait que de toute façon, elle est comme ça et qu'elle n'est pas autrement. Là, l'intérêt, c'est lors d'une conversation, on fait une observation, on dit concrètement ce qu'on voit, sans jugement, sans supposition, et la personne en face va mieux accepter les informations données parce qu'on ne lui aura pas mis une étiquette sur le dos. Autre exercice possible, des sketchs de situation. En classe, par groupe, on peut faire 2 sketchs d'une même situation en utilisant ou non la communication non violente. La communication non violente permettant le désamorçage de la situation. Par exemple, un frère et une sœur ne pouvant pas faire la même activité car l'un est bien plus petit que l'autre. Un parent refusant tout d'abord une sortie entre copains à son enfant. Un camarade de classe gêné par son voisin. 2 copains pensant tous deux avoir raison sur un sujet les passionnant. Un malentendu entre copains suite à des rumeurs. Un copain se rendant compte sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas été invité à une sortie. Ce sont d'autant de situations concrètes qui peuvent amener à des situations de conflit. Refaisons un bilan de la communication non violente. La communication non violente, instaurée par Marshall Rosenberg dans son livre, implique que lorsque 2 personnes communiquent, donc 2 interlocuteurs lors d'un dialogue, les 2 doivent rester calmes et l'un communique calmement en donnant son observation, sentiment et ce besoin. Lorsque j'entends, lorsque je vois, je me sens parce que j'ai besoin. J'accorde de l'importance à. Serais-tu d'accord de? Serait-il possible de? Et qu'en face, l'autre personne écoute avec empathie. Et elle va reparaphraser un petit peu les mots de la personne pour être sûre de bien avoir compris et qu'il n'y ait pas de malentendu. Lorsque tu entends, tu vois, tu te sens parce que tu as besoin, tu accordes de l'importance à. Voudrais-tu? Aimerais-tu? Il est important d'être bienveillant avec les autres, mais il est aussi important d'être bienveillant avec soi-même. La bienveillance avec soi-même, changer les jugements en choix. Éviter les « je dois », c'est un jugement. On aura forcément des besoins insatisfaits parce qu'il faut que je dois le faire. Essayez de transformer les « je dois » en « je choisis de » parce que je veux. Ainsi, pour chaque choix, je suis conscient du besoin qu'il sert et ça m'apporte de la joie parce que je vais faire une chose que je choisis parce que je sais que je vais avoir un retour qui va me satisfaire. Donc pour chaque chose que vous devez faire, qu'il est important de réaliser, essayez de le transformer dans votre tête en choix. Pourquoi vous le faites? À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que ça va m'apporter pour la suite? Et après, le fait de le faire, ça va m'apporter de la joie parce que je l'ai réalisé. La bienveillance avec soi-même consiste aussi à exprimer sa colère.
Exprimer sa colère de manière non violente, bien entendu. La violence naît de la croyance que d'autres sont la cause de notre douleur et donc méritent d'être punis. C'est-à-dire que là, on va exprimer sa colère, on peut le dire, mais le fait d'être violent dans l'expression de cette colère va en fait plus nous faire du mal à nous qu'aux autres et on donne beaucoup trop d'importance à la personne en face. Donc on s'arrête, on respire, on identifie les jugements qui occupent mes pensées. Je retrouve le contact avec mes besoins, ce dont j'ai besoin réellement. Et j'exprime mes sentiments et mes besoins insatisfaits pour que la personne en face soit au courant et qu'on puisse trouver une solution. Au final, c'est bien d'être bienveillant avec les autres, mais il ne faut pas s'oublier. Être bienveillant avec soi-même va permettre de changer les jugements en choix et ainsi ressentir plus de joie lorsqu'on réussit à satisfaire un besoin. Parce que j'ai transformé le je dois en je choisis de parce que cela m'apporte. Et que dans ce cas-là, quand j'ai réussi, c'est pour moi et c'est pas pour les autres. Je ressens de la joie. Ça me permet aussi de pouvoir exprimer ma colère, mais sans forcément faire naître de la violence. Parlons maintenant remerciement et appréciation positive. Lorsqu'on remercie ou qu'on fait une appréciation positive, on fait part de ce que l'on apprécie, juste pour le plaisir. Le remerciement et l'appréciation positive sont différents du compliment qui est un jugement. Par exemple, Emma est volontaire. J'apprécie qu'Emma participe régulièrement en classe et qu'elle montre de l'intérêt. La première phrase est un jugement qu'on utilise régulièrement, effectivement, notamment lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler, mais il s'agit quand même d'un jugement. C'est un compliment, jugement. La deuxième partie, la deuxième phrase, j'apprécie qu'Emma participe régulièrement en classe et qu'elle montre de l'intérêt, fait part de mon appréciation positive, juste pour le plaisir. Les bienfaits des remerciements et appréciations positives. Cette action participe au bien-être de l'autre. Son besoin particulier est satisfait. Il a un sentiment de contentement né de cette satisfaction. Et oui, lorsqu'on nous dit merci, lorsqu'on nous dit quelque chose de positif sur ce qu'on fait, ça nous fait du bien. Et quand ça nous fait du bien, on se sent mieux, nos besoins sont satisfaits et du coup, de notre côté, on va pouvoir être plus serein et avoir un dialogue du coup plus positif aussi. La réciproque est vraie. Lorsque je reçois un remerciement ou une appréciation positive. Il est aussi important de savoir accueillir un remerciement. J'accueille un remerciement en me réjouissant avec la personne offrant sa reconnaissance. Dire un simple merci fera déjà beaucoup plaisir. À l'opposé, la fausse modestie ou montrer de la supériorité suite à ce remerciement gênera la personne. Alors, même si on ne sait pas forcément comment recevoir, comment dire, comment exprimer lorsqu'on nous fait un compliment, plutôt comment on nous fait une appréciation positive, dire merci. Juste un simple merci suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Passons à un petit exercice. Transformons des phrases de compliments en appréciation positive. Par exemple, au lieu de dire « Athéna est courageuse », on pourrait dire « Athéna surmonte sa peur pour trouver une solution ». Au lieu de dire « Athéna est belle », on pourrait dire « Athéna porte des vêtements qui la mettent en valeur ». Au lieu de dire « Athéna est un bon stratège », on pourrait dire « Athéna met régulièrement en place des stratégies réussies ». Au lieu de dire « Athéna est gentille », on pourrait dire « Athéna n'hésite pas à aider les autres ». Un petit bonus, les accords Toltec. Les 4 accords Toltec est un livre écrit par Don Miguel Ruiz. On parle ici d'accords, c'est-à-dire les accords que nous nous imposons à nous-mêmes ou que les autres nous mettent. Ces accords sont alors très nombreux et entraînent des jugements. L'objectif est ici de diminuer le nombre d'accords en se concentrant sur 4 ou 5 pour libérer son esprit de certaines inquiétudes, pressions et donc d'avoir plus d'énergie pour tout le reste. Ces règles de vie simples, basées sur la culture Toltec, peuvent s'appliquer au quotidien. Le premier accord est
que votre parole soit impeccable. La parole est une force et elle a un pouvoir créateur. On peut presque dire qu'elle est magique, car lorsqu'on plante une graine, c'est-à-dire une idée, elle va grandir dans une terre fertile qui est l'esprit humain. Quand la parole est impeccable, dire des observations ou des appréciations positives, on partage du positif, de la joie et de l'amour. Quand on dit quelque chose de négatif à quelqu'un, ou de quelqu'un, c'est-à-dire de la médisance, cela agit comme un poison émotionnel. La personne va le croire et créer un accord négatif. Pour que ma parole soit impeccable, je peux déjà commencer avec moi-même, en m'apportant de l'amour et en me disant que je suis formidable, fabuleux et que j'accomplis de belles choses. Si, faut y croire. Vous êtes de belles personnes. Le deuxième accord Toltec est « N'en faites pas une affaire personnelle ». Lorsqu'on en fait une affaire personnelle d'un jugement qui nous est fait, différent d'une observation de la communication non violente, c'est qu'on accepte ce nouvel accord, qui peut être un poison s'infiltrant à nous. En faisant une affaire personnelle de tout, on se sent offensé et on se défend en voulant imposer son opinion aux autres pour montrer qu'on a raison, même pour des riens. Laissez glisser et croire en soi, car parfois, cela n'en vaut pas la peine juste à s'empoisonner. À savoir, souvent, très souvent, quand les personnes insultent, les mots dépendent des accords de ces personnes avec leur propre esprit. Et cela ne vous concerne généralement pas. Le troisième accord Toltec est « Ne faites pas de suppositions ». Nos esprits fonctionnent différemment et nous voyons, entendons ce que nous voulons voir et entendre. Notre propre vérité peut être biaisée. Quand tout n'est pas dit, nous comblons les blancs par des suppositions qui deviendront nos vérités. En interprétant de travers, nous pouvons en faire une affaire personnelle, en vouloir et envoyer du poison émotionnel par nos propos. Donc posez des questions jusqu'à ce que tout soit clair. Aucune supposition pour éviter tout malentendu et tout mal-être. Enfin, le dernier accord Toltec, le quatrième. Faites toujours de votre mieux. Faire de son mieux, ni plus, on risque de s'épuiser, ni moins, risque de culpabiliser et de regretter. On passe à l'action parce qu'on en a envie, c'est notre choix. Agir, c'est être vivant et vivre intensément. Au final, suivre ces 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz permet de cibler ce qui nous semble important et de ne pas perdre notre esprit, de nous épuiser sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Déjà, se baser sur ces 4 accords pour conduire notre vie, notre quotidien, sont suffisants et nous permettent déjà de vivre une belle vie. Maintenant, vous avez les clés en main pour communiquer et vivre plus sereinement. C'est à vous de jouer.